La fermeture des frontières provoquée par le confinement a mis en lumière l'interdépendance entre les États, entre les pays et le niveau atteint par la mondialisation. Si les masques ont cruellement manqué dans les hôpitaux, c'est d'abord bien sûr à cause des coupes budgétaires des gouvernements qui se succèdent au pouvoir depuis 30 ans ou 40 ans. Mais le fait que les masques soient massivement produits en Chine a retardé le réapprovisionnement. Du fait de la généralisation du flux tendu et du morcellement des processus de production, la fermeture des frontières a provoqué des ruptures d'approvisionnement dans de multiples domaines, y compris le paracétamol ou la pénicilline. Pour beaucoup, cette crise met en évidence l'absurdité de la mondialisation capitaliste. Mais des deux termes, en fait, celui qui menace l'humanité, celui qu'il faut combattre, c'est le capitalisme, pas la mondialisation. La mondialisation de l'économie n'est pas un phénomène nouveau. C'est la mondialisation précoce du capitalisme marchand, avec son cortège de pillages et d'exploitation, qui a permis l'accumulation initiale des capitaux et la révolution industrielle. Dès l'origine, les capitalistes ont cherché les sources de matières premières les moins chères, des débouchés pour leurs marchandises et leurs capitaux. Ils ont relié les pays, les continents, pour piller les ressources, ruiner les économies locales, transformer paysans et artisans en prolétaires. Cette mondialisation capitaliste a toujours été brutale. Pour produire à bas coût du textile, les capitalistes de Manchester avaient transformé des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en esclaves salariés dans des bagnes industriels. Ils importaient du coton planté et récolté par les esclaves noirs de Virginie. Leur exportation ruinait les tisserands en Inde. Cela fit dire à Marx que le capitalisme est venu au monde en suant le sang et la boue par chaque pore de sa peau. Aujourd'hui, pour fabriquer l'iPhone vendu partout sur la planète, les dirigeants d'Apple font appel à quelques 200 fournisseurs situés dans 43 pays. Ils profitent du quasi-esclavage des mineurs du Congo, des bas salaires des travailleurs chinois, de la baisse des coûts du transport et du développement des communications accélérées depuis 30 ou 40 ans. Hier comme aujourd'hui, le moteur des capitalistes, c'est la recherche du profit. À chaque étape, ils recherchent les coûts de production les plus bas, profitent à fond du développement inégal entre les pays, des accords commerciaux signés entre États, des législations sociales, fiscales ou environnementales les plus permissives. Toute l'industrie, y compris l'industrie pharmaceutique, obéit à la même logique folle. Les grands laboratoires ont multiplié la sous-traitance, la délocalisation des usines de production, des principes actifs, le flux tendu. Cela provoque régulièrement des ruptures de stock de médicaments. À ces aléas de production, il faut ajouter le choix fait par les laboratoires d'arrêter volontairement certaines productions qu'ils ne jugent pas assez rentables. C'est la propriété privée des entreprises, la recherche du profit, la concurrence acharnée entre groupes rivaux et l'absence de planification qui expliquent ces pénuries accidentelles ou consciemment décidées de médicaments, de tests, de masques, de respirateurs ou de toute autre marchandise. Ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est la concurrence, c'est l'anarchie de la production, c'est la recherche du profit, les rivalités, les guerres pour les marchés. Alors, on entend de tous les côtés qu'il faut relocaliser la production. De l'extrême droite à la gauche dite radicale, c'est un peu la même demande. Bardella, au nom du RN, demande de relocaliser une partie des chaînes de fabrication que nos dirigeants ont abandonnées au vent de la mondialisation sauvage, dit-il. Mais à gauche, les termes ne sont pas très différents. Une pétition lancée par la CGT, Oxfam, Attac et d'autres réclame, je cite, la relocalisation des activités dans l'industrie, dans l'agriculture et les services pour permettre d'instaurer une meilleure autonomie face aux marchés internationaux. Tous dénoncent les politiques néolibérales qui auraient encouragé les délocalisations et détruit les services publics. Mais la plupart demandent à l'État de désarmer les marchés financiers. Mais autant demander à un lion de devenir végane. Demander à l'État de réguler le capitalisme, c'est oublier qu'il n'est pas neutre, mais qu'il est entièrement au service des classes possédantes qui en ont fait leur instrument. Hier, Jules Ferry défendait la colonisation du Tonkin pour les intérêts de la famille Michelin. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est le meilleur VRP de la famille Dassault. Les temps et les vocabulaires changent,
Mais les États restent des instruments des groupes industriels et bancaires pour conquérir espace vital, sources de matières premières, nouvelles parts de marché. L'État français défend les intérêts de Bolloré, de Bouygues, de Bernard Arnault. Toute l'économie est entre les mains d'une petite minorité de grandes familles bourgeoises, pour qui les entreprises qu'ils achètent, vendent, ferment, ne sont que des supports pour réaliser des profits. Dans la guerre que se livrent les grands groupes entre eux, comme dans la guerre de classe contre les travailleurs, les capitalistes trouvent naturellement le soutien des gouvernements. Ils sont liés par mille liens aux ministres comme aux hauts fonctionnaires qui dirigent les administrations. Si depuis 40 ans, tous les gouvernements, sous toutes les latitudes, ont favorisé les marchés financiers et sacrifié les services publics, c'est pour répondre aux exigences de la bourgeoisie. Il y avait un consensus à l'échelle internationale pour créer des zones de libre-échange, pour supprimer les barrières légales qui séparaient les différents marchés, les différentes bourses. C'est ce qui a conduit les États les plus puissants à renforcer des organismes supranationaux comme le FMI, l'OMC ou l'Union européenne. Mais contrairement à ce que dénoncent chacun dans son registre, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, les États nationaux n'ont pas été contraints par ces institutions. Celles-ci ont été mises en place par les États les plus puissants pour soumettre les peuples des pays les plus pauvres. Le FMI est l'huissier international des grandes banques occidentales. L'Union européenne est un instrument pour soumettre les pays d'Europe de l'Est ou du Sud aux capitalistes allemands, mais aussi français. Les États n'ont pas perdu leur souveraineté, mais la souveraineté nationale, c'est celle des capitalistes, pas des travailleurs. Depuis la crise de 2008, le ralentissement de la croissance, la saturation des marchés, la concurrence entre grands groupes industriels se sont encore exacerbées. Cette concurrence a remis sur le devant de la scène le protectionnisme, longtemps resté dans l'ombre. Trump l'a formulé dès 2018, avec la brutalité qui est caractéristique. Il a augmenté les droits de douane pour des produits chinois et européens. Trump souffle le chaud et le froid. Ces mesures protectionnistes sont un moyen de montrer ses muscles, renégocier les traités commerciaux en faveur des capitalistes américains. Elles servent à réaffirmer la domination américaine sur l'économie mondiale. Mais les mesures de Trump ne sont pas que des menaces en l'air. Elles ont entraîné des mesures de rétorsion de la part de la Chine et d'autres États dans le monde. La guerre commerciale déclenchée par Trump prolonge et alimente la crise de l'économie mondiale. Et c'est dans ce contexte que le coronavirus est arrivé. Le confinement des 3/4 de la planète a entraîné une crise économique bien plus violente que celle de 2008. Cette crise ne peut que renforcer des tendances protectionnistes déjà à l'œuvre. L'arrêt brutal de l'économie mondiale va intensifier la concurrence. Lequel de Boeing ou d'Airbus survivra à l'arrêt prolongé du trafic aérien? Quelle compagnie aérienne coulera en premier? Quelle compagnie pétrolière pourra survivre à un cours du baril inférieur à 20 $? Chaque État va voler au secours de ses champions nationaux. Cela a déjà commencé. En France, avec la recapitalisation d'Air France, ou avec les centaines de milliards mis à la disposition des banquiers et des industriels. Les relocalisations, les prises de participation, voire les nationalisations, ne seront pas destinées à sauver les emplois ni le pouvoir d'achat des classes populaires, pas non plus à aider les petits commerçants ou artisans ruinés. Elles visent exclusivement à sauver les profits des actionnaires. Dans le cadre d'une guerre commerciale exacerbée, il est probable que les gouvernements prennent des mesures protectionnistes. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a déclaré fin février que la relocalisation de certaines productions stratégiques doit être engagée. Mais quoi que l'État décide, quelque mesures qu'il prenne, sous ce gouvernement ou sous un autre, ce sera pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. Les capitalistes continueront à produire pour réaliser des profits. Ils implanteront leurs usines là où ils l'estimeront le plus stratégique pour leurs intérêts. Ils ne produiront pas plus qu'aujourd'hui des biens vitaux pour les classes populaires, ni médicaments utiles, ni logements, ni autres. Pire, ils nous feront payer chacune de leurs relocalisations. Aux travailleurs, ils imposeront des baisses de salaire, des augmentations de cadence ou du temps de travail, au nom de la compétitivité et de la baisse du coût du travail. Aux consommateurs, ils feront payer plus cher le label Made in France. Les annonces toutes récentes de Sanofi l'illustrent.
Le groupe pharmaceutique prétend relocaliser en Europe ses usines de production. Il vient de créer une nouvelle division. Sauf que ces usines sont déjà installées en Europe. La nouvelle entité sera une filiale dont Sanofi ne gardera que 30% du capital. Et la BPI, la Banque publique d'investissement, apportera le reste. Sanofi s'engage à passer des commandes pendant 5 ans maximum. Derrière la relocalisation, en fait, c'est une attaque ouverte contre les travailleurs de ces usines qui deviennent des façonniers. Quant aux consommateurs, eh bien, le patron de Sanofi réclame le droit de vendre plus cher les boîtes de médicaments sous prétexte qu'elles sont made in France. Les travailleurs ne doivent pas se laisser entraîner sur le terrain du protectionnisme. Ils ne doivent pas s'aligner sur les intérêts des patrons. De tout temps, la bourgeoisie a cherché à enchaîner les classes populaires dans ses propres combats, à faire croire que ses intérêts particuliers étaient ceux de toute la société. Je le redis, ce n'est pas la mondialisation qu'il faut combattre, c'est le capitalisme. Le capitalisme a transformé la planète en une seule et unique entité économique, où toutes les régions sont interdépendantes. Eh bien, c'est un processus irréversible. La seule porte de sortie, c'est d'aller de l'avant, en mettant en commun les richesses de la société, les moyens de les produire et de les répartir. La crise du coronavirus met en évidence la nécessité de planifier et de rationaliser la production de tous les biens indispensables à l'humanité. La planification n'est pas synonyme de centralisation. Elle nécessite d'abord le recensement, celui des besoins de chacun, des ressources, des capacités de production, et cela par ceux qui font tourner la société eux-mêmes. Elle nécessite d'organiser la production à l'échelle locale autant que possible, à une échelle plus large, continentale ou mondiale, selon les domaines, l'état des ressources, en minimisant le travail humain, les déplacements, les prélèvements sur la nature. L'humanité dispose de tous les instruments de recensement, de prévision, d'organisation pour mettre en œuvre cette production au service de tout le monde. Mais ces instruments, ils sont aujourd'hui entre les mains des grands groupes industriels et des banques qui dominent l'économie. Ces grands groupes privés rationalisent la production, réalisent des économies d'échelle spectaculaires, mais c'est toujours pour augmenter leurs profits. Pour sortir de la contradiction, eh bien, il faut exproprier les multinationales et les banques pour les faire fonctionner au service de toute la société. Changer de modèle, rompre avec les ravages de la mondialisation capitaliste, nécessite une révolution sociale pour exproprier la bourgeoisie et pour renverser les États à son service. Pour faire une telle révolution, il faut qu'agisse une force sociale puissante, présente dans le monde entier, ayant tout à gagner à renverser la dictature du capital. Eh bien, cette classe sociale, c'est le prolétariat international. Ce sont ceux qui ont assumé la continuité de l'économie ces dernières semaines, les caissières, livreurs, camionneurs, auxiliaires de vie, soignants, agents du nettoyage et tous les autres travailleurs tout aussi indispensables dans les usines, les bureaux, les écoles ou les administrations. À l'échelle internationale, la classe des travailleurs représente la majorité de l'humanité. Elle a été unifiée et renforcée numériquement par la division internationale du travail. Il manque à cette classe sociale la conscience de sa force collective, de ses intérêts communs, du fait qu'elle porte l'avenir de la société. Les travailleurs ne doivent certainement pas attendre des États qu'ils tirent les leçons de la pandémie dans un sens favorable aux intérêts collectifs. Et tous ceux qui laissent entendre le contraire, eh bien, ils se rendent complices des attaques qui se préparent. Pour que le jour d'après ne soit plus jamais comme celui d'avant, il faut préparer une révolution pour renverser le capitalisme.